Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Unicampus Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. Et on se retrouve aujourd'hui pour une émission pleine de surprises, du moins on l'espère. Alors, il excelle au rôle de traître et nous a déjà fait tourner en rond pendant 30 minutes dans Room 25 en nous persuadant qu'il nous aidait. C'est bien sûr Jérôme Le Gré-Pagès. Merci. Là, on est en campagne préélectorale, donc merci de me mettre une... Bon. Mais qui est valable uniquement dans le jeu, dans tout jeu semi-coopératif, bien sûr. Il est le roi de l'improvisation, il fait partie d'un club depuis plus de 15 ans maintenant, c'est Benoît Hélène. Bonjour. Bonjour Benoît. Et enfin, il anime toutes nos réunions avec des jeux de mots inattendus et des chansons. C'est Nicolas Abonneau, bonjour. Et également, tu vas pas y échapper, n'en déplaise aux électeurs conservateurs américains, c'est notre childless cat lady à nous, la Taylor Swift de l'animation podcastique, Florine Lemarchand. Merci Jérôme. C'était une bonne surprise. Donc vous l'aurez compris, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est les surprises dans les jeux. Jérôme nous a réservé une superbe troisième chronique Ticket to Teach. Et je vais essayer de me lancer. Donc effectivement, bonjour à toutes et tous, et donc bienvenue dans cette troisième chronique Ticket to Teach. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur de la surprise dans les jeux. Florine, es-tu du genre à aimer les surprises? Parce que dans le cadre d'un jeu, elles peuvent provoquer des éclats de rire, du frisson, de l'étonnement ou parfois un peu de déception. J'imagine que comme la plupart des gens, je les aime quand elles sont bonnes. Justement, la surprise dans les jeux peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'un élément de gameplay inattendu, comme une nouvelle règle ou un retournement de situation. Et tout cela peut tout changer en un instant. La surprise peut aussi résulter d'un événement imprévu en dehors du cadre strict du jeu. Par exemple, lorsqu'on organise une fête surprise ou qu'on a une action qui est vraiment complètement incongrue pendant la session. Mais pourquoi la surprise est-elle si puissante dans un jeu? C'est peut-être parce qu'elle active notre cerveau de manière particulière. Comme l'explique Daniel Kahneman dans Thinking Fast, Thinking Slow, donc en français système 1, système 2, la surprise stimule notre système 1, c'est-à-dire la pensée rapide et intuitive. Lorsqu'un événement inattendu survient, notre cerveau réagit instinctivement, générant une forte émotion, et une émotion qui est immédiate et souvent positive quand il s'agit d'un jeu. Ça explique pourquoi un retournement de situation ou même une victoire surprise laisse un souvenir marquant. Oui, c'est vrai que c'est des moments inattendus qui restent souvent gravés dans les mémoires. On en parlera peut-être avec vous, Nicolas et Benoît, tout à l'heure. Exactement. Et Cathy Salène ou Eric Zimmerman, mais on peut aussi retrouver ça dès la définition de Roger Caillois. En tout cas, Cathy Salène et Eric Zimmerman, dans leur ouvrage Rules of Play, les règles du jeu quelque part, ils soulignent que l'incertitude et la surprise sont des éléments essentiels à un bon jeu. Ces éléments permettent aux joueurs de rester engagés, car il y a toujours cette tension entre ce qui est prévisible et ce qui peut changer tout à n'importe quel instant. Par exemple, dans des jeux comme Battlestar Galactica ou son reboot L'Insondable, auquel on est en train de jouer d'ailleurs depuis ce matin très tôt, eh bien, le fait qu'un joueur puisse devenir soudainement un traître, un hybride, un Cylon, suivant la dynamique du jeu, eh bien, ces éléments, ça peut modifier la dynamique de la partie et offrir une expérience qui est vraiment unique à chaque session. Il y a donc la surprise en tant que mécanique, la surprise en tant qu'élément narratif, la surprise en tant que découverte d'une personne dans un autre contexte, et enfin la surprise en tant que stratégie. Mais la surprise peut être aussi un outil pédagogique très puissant. Dans le cadre d'un apprentissage ludopédagogique, introduire des éléments imprévus peut stimuler l'engagement des étudiants et les pousser à réfléchir différemment. James Polgy, dans What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy, met en avant l'idée que les surprises, lorsqu'elles sont bien intégrées, aident les joueurs ou les apprenants à résoudre des problèmes de manière créative. Dans une salle de classe, ajouter une contrainte imprévue en plein exercice peut renforcer la capacité des étudiants à s'adapter et donc à innover. Donc la surprise, c'est un moyen de sortir de ta zone de confort. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est important de la doser. Trop de surprises et les joueurs, ou les apprenants, peuvent se sentir frustrés car ils perdent le sentiment de contrôle.
Paul Ekman dans Emotion Revealed. C'est un vieux livre de 2003. Mais cet ouvrage est intéressant parce qu'il explique que la surprise, bien qu'elle soit une émotion universelle, eh bien, la surprise, elle doit être suivie d'une adaptation. C'est ce bouleversement d'un équilibre qui va faire qu'on va se remettre en jeu de façon immédiate et soudaine. Et c'est ça qui rend intéressant la surprise. C'est ce qui rend ainsi intéressant la surprise en contexte de jeu. Elle force à réagir, à s'adapter. Mais si elle est trop répétitive, eh bien, c'est une situation qui est complètement chaotique. Et là, on a des effets d'épuisement ou de rejet de la part des joueurs. Justement, est-ce que toi, tu utilises souvent la surprise dans tes sessions d'enseignement ? J'essaye parce que je pense que ça fonctionne bien, surtout dans les jeux de rôle ou les jeux qui sont très simulationnistes, où justement l'élément surprenant va les forcer à s'adapter. J'aime bien introduire des défis qui sont imprévus au milieu d'un exercice pour tester ses capacités d'adaptation. Et ça renvoie à un ouvrage aussi qui est un incontournable des Game Studies qui s'appelle The Art of Failure, l'art d'échouer de Jesper Juul. Eh bien, ici, dans son ouvrage, il prouve et démontre que les moments de surprise peuvent créer un équilibre délicat entre la frustration et le plaisir. Un défi inattendu, ça peut être frustrant, mais s'il est surmonté, il offre une satisfaction qui est beaucoup plus grande. Donc la surprise bien utilisée peut vraiment enrichir l'expérience de jeu ou d'apprentissage. Complètement. Donc il faut juste trouver le bon milieu. C'est ce qui rend un jeu vidéo ou un jeu de plateau. C'est ce qui va rendre une dimension vivante. Donc j'insiste, c'est pas simplement du plaisir, mais c'est aussi une réflexion d'adaptation qui peut être à intégrer. Dernier élément, je pense, dimension, la surprise du point de vue de l'enseignant. Autant on est parfois complètement habitué à ce que les étudiants réagissent de telle ou telle façon quand on fait l'enseignement. Quand on propose un jeu, eh bien on est surpris de la façon dont ils s'en saisissent. Et ça aussi, c'est une dimension, à mon avis, de la surprise et du jeu. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette belle exploration de la surprise. Est-ce que tu veux nous surprendre avec un dernier mot ? Oui. Et de façon un peu spontanée, sans aucune préparation aucune. Je dirais pour conclure, je voudrais faire écho en réflexion du philosophe Vladimir Jankélévitch. C'est un auteur que j'aime bien, j'en parlais l'autre jour en réunion de service. Donc, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'aventure, l'ennui et le sérieux », mais c'est plutôt dans l'irréversible et la nostalgie qu'on retrouve ces notions sur la surprise. Dans l'irréversible et la nostalgie, Jankélévitch décrit la surprise comme un élément d'éveil radical, un instant qui nous prend au dépourvu et qui, en un sens, nous ramène à l'essence de l'existence, à la perception pure du moment présent. La surprise nous rappelle que, tout comme le jeu, la vie est faite d'imprévisibilité et d'inattendu. Ce qui rend le jeu si fascinant, c'est cette capacité à créer des espaces où l'inattendu se manifeste, nous obligeant à être pleinement présents, à nous adapter, à vivre intensément l'instant. En ce sens, la surprise, loin d'être anodine, est une expérience profondément existentielle, qui résonne au cœur même de notre rapport au monde. Alors pour toutes ces raisons, que ce soit dans un cadre ludique ou pédagogique, accueillons la surprise, car c'est souvent à travers elle que le jeu prend toute sa dimension humaine. Merci beaucoup, Jérôme. Très belle conclusion, teneur philosophique. Puisque moi, du coup, j'ai envie un peu de me tourner vers vous, Benoît et Nicolas, et de savoir s'il y a des jeux qui vous ont marqué parce qu'ils étaient surprenants et qui vous ont un petit peu justement fait percevoir l'essence de l'existence, finalement. Non, mais plus prosaïquement. Est-ce que, sans citer forcément Vladimir Jankélévitch, est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont marqué positivement ou négativement dans lesquels il y avait cette dimension de surprise ? Moi, je pense à des mécaniques, effectivement. Dans la Famiglia, par exemple, on a tout un système de contrats qu'on prévoit, mais qu'on ne montre pas jusqu'à un moment où on va dévoiler un petit peu les choses qui se passent. Et il y a une sorte de surprise générale sur, OK, est-ce que vraiment j'avais vu ce coup-là venir et tout ça. Et donc, il y a ce côté surprenant à chaque étape, chaque manche qui se fait dans la Famiglia, qui est assez intéressant là-dessus, je trouve. Enfin, moi, ça résonne un petit peu ça. Et dans la Famiglia, c'est pas quelque chose qu'on fait contre les autres joueurs, le fait de dévoiler. Ça peut.
Ça peut être des crasses, ça peut être bien pour nous, ça peut être mauvais pour les autres. Et puis également, on peut prévoir en fait des choses en se disant je vais attaquer le gang d'en face, mais en fait, tu vas te faire attaquer avant. Mais ça, tu le sais qu'au moment où tu vas dévoiler un petit peu les contrats. Parce qu'en fait, après je vais revenir à toi Nicolas, si on pense aux jeux que tu as cités Jérôme, à ceux qu'on a mis sur la table qui sont essentiellement des jeux à rôle caché, j'ai l'impression que la surprise dans les jeux est souvent utilisée comme arme en fait, contre les autres joueurs. C'est vrai. C'est le jeu qui peut utiliser contre nous, mais souvent la surprise elle vient des autres joueurs en fait. C'est le comportement des autres joueurs qui peut nous surprendre parce qu'ils vont faire telle chose. Parce qu'un jeu c'est des outils en fait. Le jeu c'est des mécaniques de jeu, on s'en saisit ou on s'en saisit pas. Mais la façon dont les joueurs vont s'en saisir, c'est aussi de la surprise. Enfin, c'est ce qui va nous forcer à revoir une stratégie parce qu'en fait, il a pris cette carte-là, mais c'est pas gentil, machin, ou il a fait ça, il faut que je change ma stratégie. Et c'est ça qui la surprise, ça remotive. On parlait de motivation là, dans l'émission l'année dernière, saison précédente. Donc c'est notre épisode sur l'engagement. Et il y a des jeux qui vont vraiment surprendre, mais même pas. Parce que j'ai un exemple sur Gloomhaven, mais je crois que je vais même pas le donner parce qu'en fait ça m'a tellement surpris. Je trouvais ça tellement bien, et qu'en plus on en parle, que les autres joueurs n'en parlent pas pour pas gâcher la surprise des joueurs. Du coup, je vais pas en parler, mais il s'est passé quelque chose dans Gloomhaven qui m'a surpris vraiment. Je te crois pas. Non mais tant pis. Non. Mais après, au-delà de ce truc-là, dans Gloomhaven, tout est surprenant en fait, parce que même, alors je parle tout le temps de Gloomhaven, c'est chiant, mais même au-delà parce que dans Gloomhaven, on débloque plein de trucs et on débloque des classes supplémentaires de personnages. Et même dans le design, ça c'est toujours les classes sont représentées par un icône. Et même là-dessus, on est surpris en fait souvent, parce qu'on comprend pas l'icône, on le comprend pas tant qu'on n'a pas ouvert la classe et qu'on a vu la classe, ce que c'est. Parce que le créateur du jeu, il a fait exprès de nous fourvoyer vers des pistes en fait. On voit l'icône avant même de la débloquer. On débloque des classes qu'on peut jouer. Avant, elles sont dans une boîte scellée, on ne sait pas ce que c'est en fait. C'est tout le système de Gloomhaven, c'est que des trucs cachés qu'on découvre, on ouvre des enveloppes, machin. Et c'est souvent une surprise. C'est rare qu'on se dise ah oui, c'est telle classe, j'en suis sûr. On ouvre, je me dis ah ben non, en fait. Ouais, donc c'est intégré au matériel du jeu. Mais il y a une autre surprise encore plus ouf, mais désolé. Moi, même le principe de jeu, je l'ai conçu toujours comme une surprise, c'est-à-dire la découverte d'un jeu. Alors maintenant, c'est un petit peu moins le cas parce qu'on a des open the box, on a des youtubeuses qui nous font des présentations explicites, on a des let's play. Mais pendant assez longtemps, en fait, on avait assez peu d'informations sur le jeu auquel on allait jouer, que ce soit une boîte, que ce soit un jeu de rôle, que ce soit un jeu vidéo, encore plus un jeu vidéo. On achetait un petit peu à l'aveugle et donc moi cette attente que j'avais avant de jouer, le moment où on ouvre là ici, alors avec les très bonnes surprises qu'on a en se disant super le matériel, super le gameplay, ou à l'inverse par rapport à la jaquette, le jeu il est pas de la bonne décennie, ou c'est tout moche, où toutes les figurines sont couchées. Ils tiennent pas debout, voilà. Donc on a les cartes, c'est pas de la bonne qualité. Enfin, des fois on a aussi cette mauvaise surprise. C'est comme un cadeau qu'on ouvre. Et c'est ça. Et je pense que c'est ce que je vais dire. C'est-à-dire que alors c'est souvent un cadeau qu'on s'offre à soi-même, mais il y a cette dimension-là, je pense, qui existe même avant même de se lancer dans la partie, dans les mécaniques de jeu. Et nous, je trouve qu'on est c'est triste ce que je veux dire, mais on est de moins en moins surpris, je trouve, par les jeux qu'on joue, parce que je pense qu'on en joue pas mal. En fait, on en découvre plein, donc il y a assez peu de jeux, je trouve, qui nous surprennent vraiment dans leur mécanique et on se dit ah oui tiens c'est intéressant. Et aussi parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui sont produits, qui sortent quoi. Il y a tellement de jeux qui sortent que je trouve qu'on a un effet où on est moins surpris, voilà, vraiment par un jeu, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
Bah, c'est triste ce que je dis. Oui, Oui, ça a plombé. Mais on a envie de te demander comment tu vas, quoi. Ça va. Ah, il y a Gloomhaven, donc c'est bon. Il va vraiment falloir que tu nous le présentes. Ouais. Et c'est pareil, si je peux me mettre en défaut, moi j'aime, par rapport à ce que tu dis, c'est un débat, je suis pas Vas-y. d'accord. Je suis prêt. Mais moi je m'en fiche un peu, en fait, enfin c'est pas je m'en fiche des autres joueurs. Moi je cherche plus à les surprendre que je n'arrive à être surpris par eux. Ouh. Euh, C'est-à-dire qu'on est nul, quoi. Mais non, c'est-à-dire que j'essaye, moi, stratégiquement, souvent, de me dire qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que. Alors, je le fais, j'y arrive pas souvent, mais les plus belles victoires, c'est celles où, surgissant de nulle part, un dernier tour où on score un maximum de points, où on arrive à aller prendre mes Cattle Rex, où je sais. Et il n'y a aucun joueur autour de la table qui dit attention, si Jérôme il fait ça, il va gagner, il ne faut pas lui délaisser ça. Il n'y a aucun joueur qui fait ça. Mais il y en a un, mais personne n'écoute. Voilà, ouais, Non, mais moi, voilà, donc, ce qui fait que moi, j'aime bien avoir une stratégie surprenante. Bah justement, mais ça, c'est le jeu qui va te l'offrir. C'est parce que le jeu te le permet. Autrement, c'est pas possible. Mais je rebondis quand même sur le côté prévisibilité des autres joueurs. On s'était dit la semaine dernière, est-ce que le fait de se dire quelqu'un va toujours gagner, par exemple, on se dit qu'une partie est sans surprise, et est-ce que ça conditionne notre partie et donc le plaisir qu'on peut en tirer? Ben non, parce qu'un jeu, c'est un voyage, enfin, je trouve. C'est beau. Après, il y a des jeux où on peut vraiment passer à un mauvais moment. Parce que là, nos efforts sont ruinés, on a fait une connerie. Et puis, il y a des jeux qui sont assez mal gérés, où vraiment, quand tu fais un mauvais tour, tu le payes cher, quoi, le tour d'après. Et souvent, les gros jeux qui. Parce que les jeux un peu plus simples, on peut revenir, généralement, c'est assez. La difficulté est assez lissée. Et après, oui, ça dépend. Enfin, oui. Il y a des jeux où Jérôme, il serait pas fort, enfin, je pense. Non, mais. Oui, je pense. Enfin, après. merci. Non, mais c'est moins de savoir si Jérôme va forcément gagner. Non, mais de dire, est-ce que ça c'est toi qui conditionne gagne généralement. Mais je pense qu'il y a des jeux où on pourrait le surprendre, justement. On espère. Vous avez vu la petite lumière de défi on va voir tout à l'heure. Je vous ai réservé un petit jeu en fin d'émission. Le jeu de la semaine dernière, j'ai quand même été royalement vaincu. C'était quoi le jeu? Bel jeu où Sur les jeux vidéo. Ah oui, vidéo, non mais ouais, enfin. Tu as commencé, Jérôme, en demandant si on aimait les surprises, enfin si j'aimais les surprises. Effectivement, les gens aiment souvent peu les mauvaises surprises. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout les surprises. Donc comment on s'assure du plaisir des joueurs lié à ça? À quoi il faut faire attention quand on est game designer, au timing, à la nature de la surprise? Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Je pense que, si on est du côté, je pense que ça vaut pour le côté enseignant et le côté game designer. La surprise, le timing est assez important. Il ne faut pas qu'elle vienne forcément trop tôt. J'imagine si par exemple là l'une des mécaniques cœur de Battlestar Galactica ou l'insondable qui est parce qu'on a des jeux à identité secrète comme les Chevaliers de la Table Ronde, qui est aussi un excellent jeu. Mais en fait, une fois qu'on sait qu'on est en début de partie un traître, on l'est jusqu'à la fin de la partie. Là, les deux jeux que je mentionnais, qui sont sur la même mécanique de Corée et Konieska, il y a cette possibilité en cours de partie de changer de rôle et de devenir soi-même un traître. Heureusement que ça n'arrive pas au tour 1. Et que c'est à un moment où justement on domine maintenant la mécanique de jeu, voire même on commence à se dire bon bah voilà, c'est un petit peu répétitif. Là ici, cet élément qui recrée une tension, qui recrée une grosse incertitude et qui va peut-être pouvoir refaire des revirements. C'est bien que ça n'arrive que aux 2 tiers du jeu, je dirais. Je sais pas, je connais moins l'insondable que. C'est un temps. On peut perdre assez vite le temps. Et, c'est pas trop. Quoi. Mais et de manière générale, je pense qu'il faut poser le jeu, à mon avis, que le jeu soit bien installé pour que la surprise, elle arrive. Si c'est trop précoce, soit on va créer ensuite une attente en se disant donc la mécanique de jeu, c'est d'avoir régulièrement des surprises. Et puis parce que ça aussi, c'est quelque chose qui fait que parfois on a de la lassitude sur certains types de jeux. Moi j'ai plus d'excitation à me dire chouette, j'ai trouvé qui est le loup-garou ou qui est Danny ou qui est je ne sais qui. Mais ça occupe un certain nombre d'heures avant d'en arriver.
On avait joué à un jeu que je vois là-haut, là, qui s'appelle Le Dilemme du Roi aussi, et où il y a comme ça les règles qui changent constamment, et on découvre, enfin c'est aussi c'est un jeu Legacy, donc, mais je sais que par exemple on a répondu de différentes manières à la surprise. Nicolas, toi tu n'as pas aimé le jeu du tout, et par contre Jérôme, tu étais plutôt enthousiaste à l'idée d'y jouer et de continuer. Et donc enfin, voilà, on a un bon exemple de justement un jeu et des réactions différentes face à cette surprise. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat comment vous réagissez vous-même face à ce genre de mécanique surprenante. Et j'avais une question aussi par rapport aux jeux vidéo, parce que intuitivement, j'aurais tendance à dire que c'est plus facilement le genre de jeu dans lequel on aura des surprises. Je pense aux jeux avec la carte, avec ce que le monde peut offrir aussi, tout simplement. Est-ce que vous pensez que la surprise va être plus efficace en jeu analogique ou en jeu vidéo ? Bah, elle est potentiellement plus impressionnante en fait, parce que c'est un jeu vidéo et il peut y avoir des effets, une cinématique de fou, je sais pas quoi. Mais par contre, il faut faire attention au divulgachage, parce que c'est un peu le fléau, c'est que on peut se faire divulgacher, parce que je m'adapte. Nos amis québécois. Ouais, Pour l'ARCOM qui nous surveille de près. Ouais, mais ils l'ont mis, je sais plus où là, dans un jeu que je jouais, c'était marqué divulgage. Oui. C'est dans Space Marine 2, ils disent faites attention à pas vous divulgacher la campagne. Enfin, bon. Je trouvais c'est marrant que le mot soit rentré dans le tableau du Québec. C'est une bonne surprise. Ouais. C'est une bonne surprise. Bah, c'est un mot qui est cool, je trouve, divulgacher. Et tu vois, ça fait des points au Scrabble. Et malheureusement, on vit à une époque du spoil, du divulgachage. Non mais permanent. Oui. Où voilà, un jeu sort, si on traîne un peu trop sur YouTube, on peut se faire vraiment. Et on est vraiment à une époque où il y a tellement de jeux qu'on est obligé un peu de regarder un test d'un jeu avant de l'acheter, parce qu'on se dit merde, c'est un jeu pourri. Et on n'a plus. Parce que moi, je me rappelle quand j'achetais des jeux Super Nintendo quand j'étais gamin, j'ai acheté la boîte, je savais pas ce que j'achetais en fait. Je rentrais chez moi, je lisais le manuel dans la voiture, et puis je mettais le jeu et je savais pas ce que j'allais avoir. Donc là, j'avais potentiellement la plus de possibilités d'être surpris par ce que j'avais acheté que maintenant où on a un test, etc. Si on revient un petit peu sur ce que tu disais sur les youtubeurs spécialisés dans le jeu, etc. Donc la surprise est en danger, je vous dirais. Ah, c'est beau. Ouais. C'est profond. Et je sais pas, Benoît, si tu voulais réagir là-dessus. Non, après, la surprise est en danger, je réagis plus. Ouais, moi, Mais on a... ce que... je pense à des univers ouverts où on a des esthétiques qui sont quand même maintenant assez remarquables. Même si on sait que c'est beau, des fois, en fait, on retombe sur... après avoir joué des dizaines d'heures à un jeu, on retombe parce qu'il y a un coucher de soleil, parce qu'on rentre dans une forêt, parce qu'il y a juste une nouvelle situation, enfin une situation voilà, qui arrive. Et je pense qu'on peut avoir la dimension du renouvellement du plaisir qui s'exerce par c'est quand même qui a quelque chose à voir avec l'émerveillement en fait. Oui. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a la surprise, on disait offensive, qu'on va peut-être plus facilement trouver dans un jeu analogique. Et alors je me laisse contredire facilement là-dessus. Et la dimension d'émerveillement qui serait la surprise. Alors oui. Et puis après, les jeux de plateau, il y a aussi tous les jeux de rôle sur lesquels les éléments de surprise, on a beaucoup de budget quand on fait un jeu de rôle sur table. On peut imaginer tout ce qu'on veut, donc on peut aussi, et puis on peut surprendre les joueurs parce que de fait, on sait où ils sont. Là où c'est plus dur dans un jeu analogique, un jeu de plateau, voilà, ou un jeu vidéo, on est quand même parfois sur des rails. Dans un jeu de rôle, on a une dimension, à mon avis, qui est encore plus libre en termes d'expression. Oui, mais le jeu vidéo, c'est vrai, il permet l'émerveillement. Il permet aussi des typologies de choses qu'on n'a pas du tout, je pense, qu'on a très peu sur un jeu, un jeu de plateau. Tout ce qui va être, je pense à Five Nights at Freddy's, où il y a des jumpscares qui valent ce qu'ils valent. Hein. Arthur, dans la tête. Ça mettrait. Voilà, merci. Donc on vient d'avoir un avis négatif de notre qualité d'émission d'Arthur qui dit qu'il voudrait refaire une deuxième émission pour remettre les points sur les i. Et, un droit de réponse. Droit de réponse.
Mais voilà, ici, l'élément, le principe du discours dans un jeu vidéo fait qu'on peut avoir des éléments où et le cliffhanger et l'élément de narratif de faire surgir quelque chose, c'est effectivement plus facile. Mais je pense que sur le fond, ça reste la même mécanique. Et on a des fois, voilà, quand on lance un dé, quand on tire une carte, on a cette même, ça mobilise à mon avis la même partie de l'excitation du cerveau. Alors, puisque tu parles, pour terminer, de la dimension un peu aléatoire, de lancer un dé, tirer une carte, comment on gère le sentiment d'injustice qui peut éventuellement être lié à la surprise, notamment dans un contexte compétitif? Mal. Oui, c'est pas très gérable. Enfin, ouais. C'est clair. Non, j'aurais d'autres à dire. C'est difficile, parce que la surprise, elle est intéressante, peut-être du point de vue du spectateur, mais si on est dans une dimension compétitive, le joueur, il a besoin d'avoir un fort centre de contrôlabilité, de pouvoir savoir, voire même contre qui il ou elle vont concourir, donc d'avoir des tableaux, de se dire que les règles, elles sont connues. Et en même temps, de façon presque paradoxale, dans les jeux très très compétitifs, on a ces éléments qui existent. On a la surprise d'avoir, lorsqu'il y a des mises à jour, des personnages ou des feats, enfin des compétences, des habiletés d'un personnage qui vont être ou bien poussés ou bien diminués pour rééquilibrer le jeu. Donc en fait, les joueurs ont aussi ces éléments de surprise qu'ils apprécient peut-être pas sur le moment, mais il n'en reste pas moins que ces jeux fonctionnent quand même très bien. Donc ce principe, et il est pensé par au niveau des designers de ces modes compétitifs et de ces jeux comme un moyen de pouvoir justement accrocher les joueurs, et d'éviter d'avoir qu'une seule façon de gagner et qu'un personnage qui finalement battrait tout le monde parce qu'il a un avantage particulier, on va faire que la prochaine mise à jour, ces données sont diminuées. Donc et on ne sait pas c'est lesquels qui vont voir ça. Donc il y a cette dimension qui peut exister, et donc sur des scènes pourtant très très compétitives. Donc pour revenir dans la classe, je pense que c'est une mauvaise idée. Ou alors c'est pour s'engager dans des discussions avec nos étudiantes joueuses qui vont certainement nous le reprocher. Oui. Changer la règle en cours de match. Ça existe. Mais... Oui. Après, dans les jeux compétitifs, c'est pour le bien commun, normalement. Enfin, il y a un autre aspect dans les jeux compétitifs, au niveau de la surprise, c'est je pense que il va tomber le micro. C'est les loot box. Il y a beaucoup beaucoup d'intérêt. Enfin, les développeurs de jeux, les éditeurs, ils ont beaucoup d'intérêt à renouveler l'intérêt des joueurs pour leur jeu. Il y a des loot box où ils ont des cadeaux aléatoires qu'ils achètent. Et ça se veut surprenant parce que justement, normalement, on trouve des trucs spéciaux, nouvelle monture. J'ai une nouvelle monture. Ce qu'on peut peut-être plus difficilement faire avec les étudiants. On peut. Oui. On pourrait imaginer. On peut imaginer des choses qui amènent à des ressources pédagogiques, qui peuvent amener à des bonus, à pouvoir avoir on peut imaginer des choses qui sont dans le contexte. Je leur avais fait deviner. C'était plus un easter egg qu'une loot box, mais il y avait un easter egg où ils pouvaient trouver le nom de mon chien. Mais en fait, de façon assez incroyable, ça les avait intéressés. Enfin, j'avais dit. Mais ça m'étonne pas. Et donc, ils avaient été chercher partout dans mon espace de cours tous les indices pour pouvoir trouver où était le truc à l'intérieur duquel on ouvrait le fichier, et il y avait le nom du chien, et ils étaient super heureux. Donc, je veux pas dire, j'ai pas de mépris du tout pour mes étudiants, mais ça peut aussi dans un contexte. Toi, tu avais pris le temps de faire ça aussi bien. Tu avais pris le temps de leur faire un jeu de piste. On parlait d'engagement, je pense que les easter eggs, ça fait partie des meilleures surprises. D'ailleurs, ça fonctionne ça a été décliné en chocolat aussi, par exemple, mais soit dans les jeux vidéo ou dans un contexte pédagogique, ça garantit un plaisir et un engagement assez fort, j'ai l'impression. Moi, j'aime pas ça.
Je sais pas, je pensais par exemple C'est pas les Kinder surprise. Non, mais les easter eggs dans les jeux, Ah oui. je sais pas, non, je vois pas l'intérêt. J'ai l'impression que c'est surfer sur autre chose pour. bah, ça fédère une communauté, ça te fait chercher, Ouais. ça t'engage pour aller chercher quelque chose. Par contre, j'aime bien les. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des Il a pas jeux. convaincu là du tout. Non, mais- c'est No Man's Sky avait fait ça. Man's Sky. Pendant la résurrection du Phénix, là, quand ils ont sorti, je crois que c'est la fondation, une énorme mise à jour qui avait propulsé le jeu vers le succès, parce que ça avait très mal commencé. Et ils avaient fait un jeu, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un jeu alternatif, c'est un jeu réel, avec des acteurs. Ils avaient fait toute une histoire comme ça, pour annoncer la nouvelle mise à jour. Il y avait des cadeaux, j'avais gagné une clé CD, etc. Et c'était vraiment intéressant. Il y avait des indices, on avait des trucs à imprimer, fallait. Je crois que c'est un. Attends, comment ça s'appelle ce genre de jeu? J'ai oublié le nom. Hein RG nous dit Arthur. ARG. Ah voilà, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça, oui. Live action, c'est ça. Ouais, c'est sur l'univers du jeu, etc. Ouais. Et ça avait fédéré des tonnes de RG. personnes. C'était incroyable. Alternate reality game. Oui, les acteurs et tout. Mais merci à tous les trois pour ce débat. Je vois que la surprise a voilà, un petit peu animé la discussion. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des remarques ou des questions. Et pour clore cette émission, je vous propose un petit jeu surprise qui va rappeler peut-être des souvenirs de la saison 1. Faut renifler des trucs ou... Il va falloir renifler des trucs. C'est vrai. Lucie a eu une bonne idée, C'est vrai? mais pas que. Donc, On on vous ouvre a préparé effectivement avec Lucie des petites faut boîtes pas faire. surprises. Vous avez, On ouvre ou vous, pas vous allez pouvoir les ouvrir et vous allez devoir identifier à quel jeu appartiennent ces éléments. Ah, mais c'est pas un jeu ça. Oh, ça c'est. Je sais pas si on peut Le en truc avec le régie, fantôme. je avoir vois un ça. petit zoom sur les boîtes Ça, éventuellement. c'est en le plus, jeu- ah, c'est le jeu Je peux horrible. peut-être parler de notre Oui, c'est caméra l'occasion de zénitale. dire que nous avons maintenant une magnifique caméra zénitale. Si tu veux faire une blague, Nicolas, c'est le moment. Non, c'est du réchauffé, c'est voilà. trop tard. Donc, qui nous permettra de faire des lives pendant les parties de. Ça, c'est le jeu qu'on n'en a pas les joué, ça. Game session, grande édition. Alors, qu'on moi, a je dirais installé. Bacchanal. Ouais, C'est moi aussi, Bacchanal. Et si tu peux identifier l'odeur. ce jeu, j'y ai joué, je crois, j'ai oublié. Framboise. Bien joué. Moi, j'ai lu en Il y a dessous, marqué donc, violette en dessous, mais Oh, c'est moche. ma fille se sent pas comme ça. Moi, c'est le genre de jeu qui me donnerait envie de vomir. Moi, faut pas que je joue à ça. Ça, c'est pas un jeu. Ça, je sais, c'est le jeu où on joue un esprit, c'est. J'ai oublié le nom, je l'ai en plus. Benoît, ça doit te parler, ça. Bah, c'est Mysterium. Mysterium, voilà. Non. C'est pas Mysterium, ça? Ah non, c'est pas Mysterium. Mais non, mais le jeu auquel tu pensais, c'était Mysterium. Ouais, mais ça, c'est pas Mysterium? Non, Benoît, tu te Il n'y a rappelles? pas de 4. Je sais pas. C'est un jeu Ah là là. récent que nous avons eu. Ça, c'est Trinidad, non? Les pièces en métal de Trinidad. Ça, c'est le jeu du Archex Twin It. Oui. Ah ouais. Bien joué. Toi, tu as le droit à un joli dé en mousse. Mais ça, c'est pas un jeu, c'est le truc de. C'est la méthodologie de développement personnel chinois là, Oui. que m'a offert mon frère, que je salue. Non. Donc oui, c'était Focus. Non, l'horloge, c'est un jeu qui se passe dans une rédaction de journal. Ça, c'est The Bot. C'est Fit to Print. Fit to Print. Il est sorti en français, d'ailleurs. Et ça, c'est le truc. Comment je viens de le dire, c'était quoi Bot Farm Non. Bot Factory, non, c'est pas ça. Bot Factory. Mais... Mais c'est. Ah, et Arthur qui veut jouer. ouais, c'est ça, mais c'est The le truc Weather Machine. de la Cerda, c'est ça? Oui, Ouais. c'est Weather Machine, en effet. On a le... Je sais pas si on me voit bien, on a le savant. Ça, je mettre sais, comme ça. c'est le jeu auquel on a joué, là, dans le voyage dans le temps, là. C'est. J'ai oublié le nom, j'ai oublié les noms souvent. On y a joué, ça. C'est The Loop, ça? Non. C'est aussi Weather Machine, les petits robots. Ah bon? C'est petit robot, mais je me demande si on les a pas vus ailleurs. Puis j'ai un petit bonhomme, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est les pièces de quoi, ça? Ah bah, de Trinidad. et Tobago. Le bonhomme jaune, Benoît, pareil, tu vas l'identifier, je pense. Ou le orange. C'est pas Oui, Deep Sea Adventure? tout à fait. Ah oui. Le nombre de fois où on a fini dans les profondeurs de la mer. Ouais, oui. Et Et le moi, j'ai un dernier- orignal, là. Ah, c'est le truc du premier joueur de la gloire d'Odin. Exactement. Moi, je pense que c'était un caribou. Mais c'est peut-être un original. Ouais, Ouais. un caribou. je suis- Félicitations. Vous avez bien... Peut-être un élan. Hmm. Je sais pas. Donc voilà, comme quoi on rebondit sur l'idée que le matériel peut aussi être une bonne surprise, au moins en début de Ah, partie. moi, je peux pas jouer à ça. On va vous laisser vous amuser avec les senteurs de Bacchanal.
Euh, Quand Banane un- artificielle. Quand un vin commence à sentir la banane, c'est qu'il y a un problème, quoi. On va se retrouver la semaine prochaine pour une game session grande édition. Donc, on pourra on s'arrêtera en milieu de partie pour commenter notre. Si je ne m'amuse. Non, c'est cette semaine, la grande édition. Alors, on en a. Enfin, pas de Ah bon, pardon. surprise. Et peut-être moi, je ferai quelque chose sur le silence. Très bien. Donc il n'y aura pas d'émission. Ce serait une émission complètement silencieuse. Mais Ouais. je trouve que c'est une mécanique qui est vraiment intéressante, en particulier dans les jeux de communication. Mais aussi, ça mène à plein de choses sur la façon dont est-ce qu'on autorise le bruit. Parce qu'en pédagogique, est-ce qu'on doit faire silence. Bah, on t'écoutera sans bruit. Merci. C'est un très beau sujet. Merci encore une fois à tous les trois. Merci, Merci. Lucie et Merci, Arthur. Florine. Oh, ça sent le en jingle. régie. Et à vous dans le public. Retrouvez-nous Ça sent le en jingle. replay sur la médiathèque pédagogique Non, de le jingle l'Université part de pas. Caen. Bah, je veux le jingle, bah, bien sûr. On vous souhaite une très bonne semaine et on vous dit À bientôt. à mardi prochain, 13h30. À bientôt. Ouais, bah.